Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous des chansons de ma vie sur Radio J. Aujourd'hui, je suis ravi de recevoir un acteur rare et talentueux, mais aussi un vrai connaisseur de chansons, puisque les chansons, il en écrit pour les autres, et puisqu'il écrit et interprète aussi les siennes. C'est Bruno Puzzulu que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Bonjour Bruno, comment allez-vous ? Bonjour Frédéric, merci de m'accueillir. Écoutez, c'est un plaisir. Bon, et votre actualité, ça doit pas être simple en ce moment. Je vous ai vu arriver avec des béquilles. C'est pas simple en ce moment. Mais c'est moins simple dans mon quotidien que sur scène. Sur scène, j'ai une double semelle, ce qui me fait marcher normalement. Voilà. D'accord, donc on voit pas que vous vous êtes cassé le tendon d'Achille ? Rupture du tendon d'Achille, j'ai cru que j'étais encore jeune, j'ai fait un match de foot, j'ai entendu clac et j'ai su que c'était assez grave. Bah écoutez, du moment que ça ne vous empêche pas de jouer ce très joli spectacle que vous donnez en ce moment au théâtre Le Lucernaire, spectacle qui est l'adaptation du livre de Cavana, L'Hérital, un roman paru je crois en 1978. Oui, c'est ça. Alors, ce roman avait déjà été adapté à la télévision et au cinéma, à la télévision par Marcel Bluval. Qu'est-ce qui vous a donné, vous, l'envie de l'adapter au théâtre ? C'est simple, mon petit papa est décédé, j'ai commencé à écrire sur lui, et puis un jour je suis tombé sur le roman de Cavana, je me suis dit, merde, il écrit vachement mieux que moi, et en plus c'est l'histoire de papa. Ma mère française, papa italien. Sarde, arrivé peu de temps après la guerre, le racisme, bien qu'il n'en parlait pas à la maison, il fallait se fondre, il s'appelait Giovanni, il se faisait appeler Jean, lui nous disait qu'il avait jamais eu de problème de racisme. Quand j'ai travaillé dans son usine l'été pour me faire un peu d'argent, on m'a dit ton père il en a bavé au début quand il est arrivé. Mais papa ne parlait jamais de ça, il n'avait jamais eu de problème. En fait, c'est une immigration qui, plus que vouloir s'intégrer, voulait s'assimiler. C'était ça le nerf le but ultime. Oui, peut-être même à un moment s'oublier, même si il disait toujours au pays, et on savait bien que quand il disait au pays, papa il parlait de sa Sardaigne. Bien évidemment. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que sans l'avoir lu, il y avait donc déjà ce roman de Cavana qui lui aussi était un pur hommage à son papa. Ah oui, ça n'est que ça. C'est une ode au père. D'ailleurs, la dernière phrase, c'était j'étais parti pour vous raconter l'hérital. En fin de compte, je crois que je vous ai surtout raconté papa. C'est exactement ça. Alors, on est vraiment dans une histoire de famille parce que c'est votre frère, Mario Puzzulu, et qui vous met en scène. C'était essentiel que ce soit ce grand frère à qui je crois vous devez beaucoup, qui vous mette en scène pour ce spectacle-là qui parle de votre papa. Oui, ça s'est avéré être une nécessité. Je me suis dit, personne ne pourra mieux me mettre en scène que mon frère Mario, qui avait déjà fait des mises en scène, qui m'a, lui, amené au théâtre. C'est avec lui que j'ai passé le Conservatoire national de Paris. C'était une évidence, quoi. C'était une évidence. Puis, effectivement, il a trouvé des choses dans la mise en scène qui touche beaucoup les gens aujourd'hui, même si c'est une mise en scène très très épurée, très simple, mais il y a le père qui est là, il a fait pendre comme ça dans le vide une veste bleue, une veste bleue de travail que mon père avait toujours sur lui, que le père de Cavana avait toujours sur lui. Très très belle idée de mise en scène, très simple et très belle, et très touchante. Vous savez, quand un jour j'ai joué le spectacle, et puis à Nogent-sur-Marne. Et puis, à la fin, il y a un vieux monsieur qui me dit mais tu l'as pas connu, toi, le père de Cavana ? J'ai dit non. C'est joli, ça. Il me dit, mais c'est lui que je vois sur scène. C'était le meilleur ami de Cavana, Jean-Jean Bourgani, qui avait 97 ans dans la salle. Et il me dit, mais il était comme ça. Je lui dis, moi, j'ai mon père en tête. Et les travailleurs ont tous quelque chose de commun. Un corps un peu usé, un peu voûté. Et dans le père de Cavana, il y a plein d'autres papas. Et comme quoi, vous avez réussi à votre coup. Le papa que vous jouez sur scène, c'est un papa universel, en fait. C'est ça. En fait, je crois savoir que cette envie de faire ce spectacle est partie à la base d'une conférence, c'est ça ? C'est une conférence sur l'immigration italienne en France ? Oui, à la Mutualité. En 2017, c'est ça ? Voilà, j'ai lu, on m'avait demandé de lire un petit texte de Cavana accompagné d'un accordéoniste, un quart d'heure.
Et puis ensuite, c'est là que j'ai eu l'idée. J'ai dit, mais faut que je lise le roman. Et quand je l'ai lu, ça s'est tombé sous le sens. Il fallait faire l'adaptation. J'ai fait l'adaptation. J'ai passé un été à faire l'adaptation, à répéter tout seul dans la cuisine de mes parents, qui est la cuisine qui est sur scène, au fond. Et vous avez grandi et tout était là, quoi. Tout était là. La nappe avec les fleurs, la petite cuisine modeste d'ouvrier. Et puis on a transposé ça sur scène, voilà. Alors, vous parliez de la musique et de l'accordéoniste. Toutes les musiques de ce spectacle, toute la composition a été confiée à Grégory Daltin, oui. Qui est d'origine italienne aussi, je crois. D'origine italienne. Oui. Quand il n'est pas là, c'est Aurélien Noël ou Sergio Tomazzi, qui, comme son nom ne l'indique absolument pas, n'est pas du tout italien non plus. Que des Rital. Oh là là. Non, si vous n'aimez pas les Rital, ne venez pas. Sergio Tomazzi, c'est le Rital militant, quand même. C'est vraiment... Alors, pour nos auditeurs, Sergio Tomazzi, c'est un immense accordéoniste à qui l'on doit d'ailleurs quelques très 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 jolies compositions de chansons pour Serge Lama, entre autres. Serge Lama, il a accompagné Barbara aussi, il a accompagné plein de gens. Il a accompagné plein de gens, mais en plus il a composé pour Serge en tant que compositeur. Oui. Pourquoi Grégory Daltin pour le choix de cette bande originale, de cette musique originale? C'est avec lui qu'on m'a demandé de lire la première fois cet extrait de Cavana qui durait un quart d'heure. Ça s'est fait très vite, il m'a accompagné au feeling, à l'accordéon, et puis on s'est dit, puisqu'on a fait ça la première fois tous les deux, on va continuer tous les deux, voilà. Ça s'est fait comme ça. Bruno, le grand public vous a découvert en 1995 dans l'APA de Bertrand Tavernier, aux côtés d'Olivier Citruc et de Marie Gillin. Vous étiez un des membres d'un trio infernal et assassin, un film inspiré d'un fait réel qui traitait de l'antisémitisme, l'affaire Attab. Vous êtes un comédien aguerri, pensionnaire de la Comédie Française durant 12 ans. Ça s'est pas très bien fini, mais ça, on va pas en parler tout de suite. Par contre, on connaît moins vos activités de chanteur, de vos propres textes, et surtout d'auteur pour les autres, et pas des moindres, parce que je crois savoir que la première personne pour qui vous avez écrit, c'est un certain Johnny Hallyday. Oui, c'est ça. Et racontez-nous ça, c'est dingue. Là, le plaisir de chanter est né au conservatoire dans la classe de chant. Oui. Et puis, Johnny, on était amis, on avait tourné un film ensemble. Et puis un jour, dans son restaurant, on passe une partie de la nuit ensemble. Il avait pas un grand moral. Mm-hmm. Et puis vers 3h du matin, quand on s'est quitté, il m'a dit « J'aimerais bien une chanson qui ressemblerait à notre conversation ». Voilà. C'est joliment dit. Je crois savoir que les débuts avec Johnny, quand vous arrivez sur le tournage de ce film que vous avez tourné ensemble, le premier soir, il a envie de dîner avec vous et vous faites signe au metteur en scène. Non, je me sens pas prêt. C'est-à-dire que le metteur en scène m'a dit quand Johnny arrive, le film avait déjà commencé. Oui. Quand Johnny arrive, aujourd'hui je t'appelle, on va dîner avec lui. Et puis je suis descendu de ma chambre, j'ai été intimidé, j'ai dit au réalisateur que j'avais mal à la tête. Le lendemain, je tourne avec Johnny, il m'a dit vous n'êtes pas venu dîner hier. Et j'ai dit non, j'avais mal à la tête. Il m'a dit vous mentez. Et ce soir, on mange tous les deux seulement. Et puis le soir, on a mangé tous les deux. Et puis à partir de là, est née une amitié. Mais c'était différent qu'elle commence là-bas en Espagne parce que Johnny en Espagne, il se promenait dans la rue. C'est ça. Le dimanche, il m'appelait. Tout le monde. Il me disait on va faire un tour. Comment tu t'habilles, toi? Alors on marchait, quoi. Voilà, et personne ne le reconnaissait. On allait à la salle de sport de l'hôtel. Personne l'emmerdait dans la rue. Et donc voilà comment c'est né. Quand j'ai même connu Johnny, on n'était pas sur un film très riche, mais un souvenir de tournage que j'adore. J'ai connu Johnny dans la voiture. On se tassait derrière et Johnny était un parmi nous en train de se tasser pour faire de la place aux autres. Il n'avait pas de Cadillac où il était seul. Quand je suis arrivé à Paris et que j'ai découvert son univers, ça m'a fait drôle. J'ai dit, c'est le même qui était ratatiné dans la voiture à l'arrière. Qui était traité comme un dieu vivant à Paris. Voilà. Et donc ce fameux soir-là, il me dit, j'aimerais bien une chanson qui ressemblerait à notre conversation. Mais il me demandait pas de l'écrire. C'était une pensée, il pensait tout haut. Je suis rentré chez moi. Vous n'aviez jamais écrit de chanson à ce moment-là? Non, j'avais jamais écrit de chanson. Mais ce que j'ai entendu m'a touché. Je suis rentré chez moi à pied. L'autre partie de la nuit,
je l'ai passé à écrire la chanson. Le lendemain, je le revoyais, je lui ai dit, Jojo, tiens, ça ressemble à la conversation qu'on a eue hier. Il m'a appelé dans la nuit, il m'a dit, je vais la chanter sur Le cœur d'un homme, mon prochain album. C'est génial. Et puis ça s'est fait comme ça, mais d'où quand même, dans les métiers artistiques, mais sûrement aussi ailleurs, mais d'où la nécessité. Faire les choses quand il y a une nécessité. Et moi, j'arrive pas quand il n'y a pas la nécessité. Et quand on les ressent, parce que là, oui. et ce dont vous parlez depuis tout à l'heure, c'est de l'émotion quand même. Vous avez une émotion à rencontrer ce monsieur. Ce qu'il vous raconte vous touche, et c'est parce que vous êtes touché. Si vous avez dit une tonne de banalité, peut-être que vous n'auriez rien eu envie d'écrire du tout. Mais et puis c'est l'émotion le moteur. Quand et même. puis peut-être si un autre m'avait dit la même chose, mais il y a l'attitude, il y a l'invisible, il y a la manière de les dire. Il y a tout ce qu'il n'a pas dit surtout. Voilà, il y a l'invisible. Et cette chanson, elle s'appelle Ma vie, on l'écoute tout de suite. Allez. Ma vie, Johnny Hallyday, une chanson signée Bruno Puzzulu, notre invité pour les paroles, et sur une musique de Laurent Verneret et Yvan Cassard, qui avait réalisé tout cet album, Le cœur d'un homme. Qu'est-ce que ça fait la première fois où on entend ces mots chantés par Johnny Hallyday ? On tombe par terre, qu'est-ce qui se passe ? Non, j'étais assis, mais j'étais ému, très ému. J'imagine. Ça s'est passé comment ? Il vous l'a envoyé, il vous l'a fait entendre par téléphone, ça s'est passé comment ? Non, il l'a enregistré à Los Angeles. Quelquefois, il me demandait de modifier un peu le texte sur la mélodie. Et puis, la première fois, je suis allé à la Warner. Ouais. Johnny n'était pas là. Et on m'a fait... j'étais avec Fred Blondin, je me rappelle, qui lui avait écrit aussi... un éminent auteur-compositeur. Voilà. Et puis, j'ai écouté la chanson et j'étais ému. J'imagine. J'étais ému d'entendre la voix de Jojo sur mes paroles, quoi. Vous avez une relation vraiment privilégiée avec lui. C'était quelqu'un qu'il était facile de fréquenter au quotidien, justement quand il était pris dans tout ce cirque à Paris, avec tout cet environnement, avec tous ces gens. Il y avait une cour souvent autour de lui. C'était simple de le fréquenter, d'avoir un rapport d'homme à homme avec lui. On avait une autre relation. Sûrement que c'était pas facile quand les gens travaillaient pour lui. Oui. Parce que ces gens-là devaient avaler des couleuvres et devaient se taire un peu. Moi, j'avais une relation d'amitié, c'est-à-dire que quelquefois, j'allais dormir à Marne-la-Coquette, j'y restais 2-3 jours, il y avait personne d'autre. Et puis on regardait des films dans sa salle de cinéma, il me prenait la main, on se disait un mot ou deux, et puis il aimait pas être tout seul. C'est ça. C'est-à-dire que Johnny, il aimait, par exemple, être très entouré, avoir du monde chez lui, manger, mais tout d'un coup s'extraire quand il voulait. Tout d'un coup, on le voyait sortir de table, il allait tout seul dans son bureau, et puis il revenait un moment. C'était vraiment un solitaire dans le fond, quoi. Oui, et puis... Vous savez, quand il était comme ça, immobile, pensif, il était souvent ailleurs, et puis je me disais à quoi il pense. Bon, c'est un secret pour personne. De temps en temps, il buvait un coup de trop. Moi, je bois pas, par exemple. On n'avait pas non plus cette relation-là ensemble. Non. Donc, je lui disais, Jojo, pourquoi tu bois comme ça ? Il me disait, j'aime pas l'alcool. C'est pour être ailleurs plus vite. C'était son billet d'avion à lui, quoi. Ouais. Donc c'était 1000 visages, Johnny. Je l'entends dans des interviews où je me dis bah oui, c'est pas lui, c'est la façade. Quand il dit ouais non, moi je pense jamais à la mort, ou il avait un truc comme ça où quand j'entends son rire forcé, mais c'était pas ça au quotidien, Johnny. Johnny au quotidien, c'était beaucoup plus écorché. Oui, plus écorché et quelqu'un de très émouvant, quelqu'un de hyper attachant. C'est pour ça, je crois, j'ai jamais vu un bon documentaire sur Johnny. Et j'ai refusé, après sa mort, d'apparaître dans les trucs, de parler, parce que tout d'un coup, tout le monde avait quelque chose à dire sur lui. Une confidence que Johnny avait dit sur son lit de mort. Enfin, c'est honteux. Si c'est une confidence... C'est obscène, ça c'est obscène. Si c'est une confidence, on la garde ferme. Pour soi. Et voilà. Et j'ai jamais vu un vrai documentaire, parce que je pense que Johnny aurait refusé de le faire, de se voir comme il était réellement. Bien sûr. Voilà. Et pourtant, c'est là qu'il était le plus grand et le plus attachant. Et quelquefois, vraiment, en allant dans sa loge avant qu'il chante, en le voyant,
un peu voûté, fatigué et tout. Mais j'ai toujours pleuré quand je l'ai vu apparaître sur scène. Je me disais, c'est Le Phénix. il est formidable. Il est formidable. La voix est là, les gestes, l'instinct, les réflexes. C'était sa vie, tout simplement. Mais tout d'un coup, il était fou, il ressuscitait. Il ressuscitait parce que c'est un des seuls endroits où, franchement, il s'emmerdait pas. Johnny, il était impatient. Quand quelqu'un lui racontait un truc que c'était un peu long, il disait « abrège, abrège, s'il te plaît ». Il était impatient. Il faisait des choses pour faire plaisir. Moi, je sais pas, il pouvait m'emmener à Marseille, prendre un jet pour voir un match de foot. Et une fois qu'on était au match de foot, il me disait... Mais comment tu peux aimer ce truc? On comprend rien. C'est bien, c'est fini dans combien de temps? Ben, j'ai disais, Johnny, c'est 2 fois 45 minutes 90 avec une mi-temps d'un quart d'heure. Mais comment tu peux aimer ça? Et il était impatient de repartir. C'était une attitude de gosse. Mais oui, mais parce qu'il n'a pas vraiment eu, dans un certain sens, le temps de grandir. Le temps de grandir, Johnny. Il a tout de suite été pressé. Il fallait que ça rapporte, Johnny. Oui. Donc, il avait conscience de ça. Il avait conscience de cette enfance qu'il avait offerte au public. Il avait conscience, en tout cas, qu'il pouvait faire des gaffes, qu'il pouvait employer un mot qui n'était pas le bon. Parce que je vous assure qu'avant de faire une émission de radio, une émission de télé, il était en âge. Et il avait sûrement la peur d'être piégé, d'être moqué. Mais je vous assure que ceux qui le moquaient lui arrivaient pas à la cheville. J'entends bien. Qu'est-ce que vous avez gardé de lui, si vous avez gardé une chose de lui, un mot, un conseil, quelque chose qui vous fait chaud au cœur aujourd'hui quand vous y pensez? C'est dans sa salle de cinéma, la main dans la main, tous les deux, ou sur son bateau, en train de regarder des films, et puis Johnny qui se plonge dans la fiction. La fiction, encore, et encore de la fiction, pour être loin de la réalité. Ça, c'était émouvant. Ça, c'était très émouvant, avec sa main, de temps en temps, un regard... tous les deux, dans sa salle de cinéma, où il faisait froid, où il mettait la clim au maximum. et c'était ça, Johnny, c'était ça. Des moments rares et précieux. Oui. Alors, fort de cette chanson, est-ce que votre téléphone commence à sonner à ce moment-là? Est-ce qu'on vous demande d'écrire pour les autres, en 2007? Non. Par contre, vous allez vous habiller sur mesure? Non, parce que c'est... oui, on m'a demandé d'écrire pour un chanteur, oui. J'étais pas inspiré. Vous savez, de même que quand j'ai écrit ce livre avec Philippe Noiret, oui. Après on m'a proposé plein de livres d'entretien. Et non, j'ai dit, moi je suis pas le roi des entretiens, c'était mon ami, on a fait des entretiens. Mais sinon, non, je ne suis pas inspiré. En revanche, pour vous, ça va vous donner un petit peu comme un déclic, parce que cette première chanson, vous l'offrez quand même à l'artiste le patron du métier en France. Et vous, en 2010, vous sortez Drôle de monde, un disque où pour la première fois, vous chantez vos propres textes. Oui, c'est vrai. Ça s'est passé comment, ce déclic? Suite à cette chanson de Johnny, je me suis mis à écrire des chansons. Et puis, quand il y en a eu un certain nombre, je me suis dit, tiens. Et si je les chantais, moi? Si je les chantais, parce que c'est aussi de l'interprétation, une chanson. C'est surtout de l'interprétation. Ça a un rapport avec mon métier. Donc, voilà, j'y suis allé comme ça. J'ai donné les chansons à un compositeur. Il m'a fait les musiques. Bob Lennox, à l'époque, qui est maintenant plus là, hélas. Et puis c'est parti comme ça. À un moment aussi, le hasard, Alain Leprest m'a demandé de chanter une de ses chansons, Où vont les chevaux quand ils dorment, dans un album de reprises, où plusieurs artistes... Un collectif. Voilà.
Donc, voilà, ça s'est fait comme ça. Devenir artiste, ça a toujours été une évidence pour vous? Non. Quand vous étiez gosse, à la maison, quand vos parents vous demandaient ce que vous alliez faire, vous répondiez quoi? Non, moi je me méfie des mots comme vocation. Il y a un bon mot de Louis Jouvet comme ça, une jeune comédienne lui dit « Monsieur Jouvet, j'ai la vocation, j'ai 17, 18 ans, j'ai la vocation ». Jouvet lui a dit « On ne parle pas de vocation comme ça, vous verrez quand vous aurez traversé des peines, des joies, des regrets dans le métier. Si malgré tout vous continuez, alors là vous pourrez dire « J'ai la vocation ». Il y a un autre mot de Jouvet que vous devez connaître, à une jeune, enfin on lui prête ce mot à une jeune élève au conservatoire qui lui dit « Maître, c'est très bizarre, vous nous parlez du trac, donc t'es le trac, apprivoisez le trac ». Moi, c'est bizarre, je n'ai jamais le trac. Il me répond « Vous inquiétez pas mon petit, ça viendra avec le talent ». C'est des répliques qui valent une bonne paire de claques quand même. Alors, à quel moment quand même vous êtes rendu compte, je sais pas, il y a eu un club théâtre au lycée, à quel moment vous êtes rendu compte que vous aviez ce talent de donner du bonheur à vos contemporains? Parce que c'est un don, être sur scène, c'est un don, c'est donner des émotions, c'est donner du rire, c'est donner du rêve. Vous vous en êtes rendu compte à quel moment? Ça s'est fait en plusieurs périodes. J'étais plutôt passionné par le sport, les arts martiaux, le foot. Puis j'allais voir, quand un film avec Bruce Lee était au cinéma, j'allais le voir tous les jours. La dame me donnait des affiches, des petites photos. Bruce Lee. Et puis, je voyais aussi les bandes-annonces des autres films. Et peu à peu, ça me donnait envie d'aller voir autre chose. Et puis à la maison, on était vraiment une famille modeste, la mère au foyer, le père en usine. On n'allait pas au théâtre, on n'avait pas cette culture. Et puis j'ai 2 frères, dont l'un était instituteur, et on a une grande différence d'âge. Et puis, lui s'est mis à faire du théâtre amateur. Et pour la première fois, avec mon autre frère, Luigi, et mes parents, on est allé voir mon frère Mario jouer avec sa troupe amateur. Celui qui vous met en scène en ce moment au théâtre. Celui qui me met en scène. Et puis, ça m'a donné envie. J'ai dit, mais Mario, on peut en faire un métier, ça? On peut gagner sa vie avec ça? Voilà. Et il m'a dit oui. Et puis, j'ai été dans un cours en Normandie. Et j'ai tenté le Conservatoire national. J'ai été reçu. Et puis, ça s'est enchaîné, quoi. Écoutez, c'est à voir. En plus, je crois que vous l'avez eu tout de suite, le conservatoire. C'est pas commun, c'est pas donné à tout le monde. Non, donc j'ai eu un peu de chance et un peu... Et beaucoup de talent, mais ça, vous pouvez pas le dire. Bruno, il y a quelque chose que j'aimerais que vous nous racontiez. Moi, il y a en préparant cette émission et ce rendez-vous, il y a une anecdote qui m'a beaucoup touché. Vous n'étiez pas, tant s'en faut, issu d'un milieu aisé financièrement. Et lorsque vous étiez au conservatoire à Paris, vous rentriez tous les soirs à Rouen parce que vous n'aviez pas les moyens. Et donc, vous aviez une petite amie à ce moment-là et vous n'osiez pas lui dire racontez-nous ça. À l'époque, quand on était pris au conservatoire, ce qui a changé maintenant, il y avait un premier tour avant les vacances d'été et le deuxième tour juste avant la rentrée. D'accord. Donc, on ne pouvait pas s'organiser à rien. On ne savait pas. Et donc, moi, j'ai été pris en septembre. En octobre, c'était la rentrée. Et puis, j'avais pas d'argent. Et mes parents n'avaient pas d'argent non plus pour me payer une chambre à Paris. Donc, je faisais l'aller-retour tous les jours. Rouen-Paris, Paris-Rouen. Seulement, le cassement de tête, c'était quand on répétait trop tard au conservatoire. Je savais que mon train, à l'époque, était à 22h09, le dernier pour rentrer à Rouen. Et puis, quand j'avais pas ce train-là, je zonais dans Paris. Et puis, j'allais très vite au conservatoire le matin parce que ça ouvrait tôt. Et je demandais à Madame Notre-Dame, la concierge, de me réveiller. J'allais dormir au théâtre. J'avais un placard avec mes affaires, prendre une douche. Et puis, elle venait. Et puis, je lui disais, mais ne le dites pas aux autres, Madame Notre-Dame. Ne le dites pas aux autres. Et elle a gardé le secret. Elle a toujours gardé le secret, Madame Notre-Dame. Et c'est drôle, parce qu'il y a un des personnages dans les Rital, c'est la boulangère, c'est la patronne de l'entreprise, c'est Madame Notre-Dame. Je l'imite elle dans les Rital. Elle m'est restée dans la tête. Comme quoi tout était écrit déjà. Voilà, tout sert.
Alors, dans notre promenade, Bruno, au pays des chansons qui ont marqué votre existence, vous venez de nous en parler, puisque vous avez chanté une de ces chansons. Il y a un poète que vous avez choisi de nous faire entendre aujourd'hui, un poète injustement méconnu, je trouve. C'est Alain Leprest. Et, Alain Leprest qui a disparu tragiquement, qui s'est donné la mort à l'âge de 57 ans à Entraigues, le 15 août 2011. Festival Jean Ferrat. Ouais. Et vous avez choisi de lui une chanson extrêmement émouvante, extrêmement belle, sur une musique de Romain Didier, d'ailleurs, je crois. Dans l'extrait qu'on va écouter, il est accompagné par un éminent pianiste qui s'appelle Léonissime, qui l'a accompagné souvent. Et cette chanson, c'est Le temps de finir la bouteille. Qu'est-ce qui vous touche chez ce personnage ? Et qu'est-ce qui vous touche particulièrement dans cette chanson qui parle de l'addiction ? Par exemple, quand il dit « J'aurais dilué un soleil dans la perfusion de grand-mère, le temps de finir la bouteille. » Alors là, c'est une fois qu'on a écrit ça. Une fois qu'on on peut presque aller se coucher. c'est magnifique. Puis c'est le connaissant aussi. C'est remplissant le casino de Paris et puis parfois jouant au chapeau dans un bar. Oubliant les paroles, le voyant dans des états, c'était quelqu'un de très touchant, quoi. Alain qui s'est tué, quoi, dans tous les sens du terme, qui s'est suicidé, là aussi c'est. Alors quelquefois il y a des gens que ça porte au pinacle, et puis lui ça l'aura, je veux dire, il aura jamais eu la place qu'il méritait. Et qu'il mérite encore, parce que ces chansons sont encore là. Nougaro disait c'est le plus grand d'entre nous, mais personne ne le connaît. Alors bon. Claude Lemel dit ça, et dit ça aussi, éminent parolier, président d'honneur de la SACEM, dit ça aussi. On a tous à apprendre de lui. Vous l'avez rencontré dans quelles circonstances ? Je l'ai rencontré parce qu'à l'époque, on était dans la même maison de disques, Tassette. C'est Didier Pascalis qui me l'a fait rencontrer. Et puis, mon frère m'en parlait. Mon frère Mario, toujours, parce que c'était un Normand, Alain Leprest, et quand mon frère faisait des études de philo, Alain Leprest lui donnait des textes pour lui demander ce qu'il en pensait, à lui et aux élèves de philo. Parce qu'à l'époque, Alain Leprest faisait les ménages à la fac avec son père. Et puis, il donnait ses textes aux élèves de philo. Et puis, mon frère me disait, mais nous, on trouvait ça fantastique. C'était magnifique et on le voyait faire les ménages. Voilà, c'était ça, Alain Leprest. Ça vous inspire quoi de savoir que cet homme que l'on considère aujourd'hui comme l'une les plus flamboyantes et de notre métier a pu à ce point-là mourir dans l'indifférence et passer à côté du grand public? Est-ce que vous pensez qu'il existe encore aujourd'hui des gens pétris de talent comme lui qui peuvent ne pas accéder au grand public? Bien sûr, puisque c'est l'économie qui prend le dessus surtout. On dit par exemple, il n'y a plus de scénaristes, mais combien de scénarii sont jetés à la figure des gens par des commerciaux, parce qu'ils ne savent pas lire, parce qu'ils savent, selon eux, ce qui plaît au public et ce qui ne plaît pas, mais ils commandent les goûts du public plutôt. À force de mélanger pâtisserie fine et pudding, eh bien, on arrive à une société comme la nôtre où il y a que le profit qui compte, et puis où les artistes sont bien les dernières roues du carrosse. Donc, Alain Leprest, il a connu ça. Il avait du mal à en vivre. Alors, c'est honteux, mais ça arrive là, aujourd'hui. Là, aujourd'hui, il y a un artiste auquel on fout un texte par la gueule et qui va repartir, qui va peut-être changer de métier parce que tel commercial lui a fait une sale fiche de lecture. C'est comme ça que ça se passe sur cette putain de terre, comme disait Beckett. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le dieu marketing qui a un peu tout flingué ? De vouloir comme ça
pressentir les goûts du public, vouloir comme ça les influencer. À l'époque... Dans le fond, on pressent les goûts qu'on lui impose au public. Effectivement. Vous savez, il y a 40 ans, 50 ans, enfin, on va pas faire les inventeurs de la marine à voile, mais il y avait dans les maisons de disques des directeurs artistiques. Ouais. Aujourd'hui, il y a des chefs de produits. Tout est dit, je pense que dans cette... Tout est dit, oui. Vous savez, même on prend des comédiens aujourd'hui à leur nombre de followers. Alors, non. Bien sûr. Et sur Instagram bien sûr. Et vous en avez combien, Bruno? Je veux même pas parler de ça, mais c'est ça vous met en colère, ça. C'est vraiment... Mais oui, mais on est dans un état nous aussi, de servitude volontaire. Je veux dire, ça me met en colère, mais en même temps, on accepte. Un réalisateur, on lui impose telle comédienne, tel comédien. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire son film quand même, parce que ça fait des années qu'il trime. Il se dit, bon, si je le fais pas... si j'accepte pas, je vais pas faire mon film. Donc c'est comme si on disait à un peintre, écoute, t'es libre, sauf que je te tiens le poignet, je t'impose des couleurs. À part ça, t'es libre. Il y a un moment où on accède à cette liberté. Vous, aujourd'hui, vous êtes libre, vous avez une véritable reconnaissance. Vous avez le choix de faire tel... Johnny n'était pas libre d'aller chanter où il voulait. Quelquefois, il n'avait pas envie d'aller chanter dans des endroits et il me disait, je suis obligé, merde. Ça m'emmerde de partir de chez moi pour aller chanter là. Voilà. Et vous aujourd'hui, alors vous avez cette liberté d'accepter tel ou tel film. Aujourd'hui, vous êtes reconnu, vous êtes installé. Mais j'accepte dans ce qu'on me propose. Mais non, j'ai forcément que je suis libre de dire non. Je suis libre de dire non. Le pouvoir de dire non, vous l'avez. Bien sûr. Même si on vous propose qu'une chose, vous avez toujours le loisir de dire non. Mais j'ai pas le loisir de dire oui à des choses qui me font envie et qu'on me propose pas. J'entends. C'est plutôt comme ça qu'il faudrait poser la question. Bruno, est-ce que la vraie liberté, ce n'est pas aujourd'hui de faire ce que vous faites, c'est-à-dire prendre votre destin en main, prendre un roman qui vous touche en plein cœur, l'adapter et le jouer. Et là, pour le coup, c'est du producteur au consommateur. En 33 ans, c'est la première fois que je fais ça. Parce que... Et je pense que c'est pas la dernière. Je crois que non. Mais en 33 ans, c'est la première fois. Mais vous savez que c'est toujours soumis, dans le fond, c'est pas aussi simple. Vous écrivez des chansons. Vous écrivez. Après, vous êtes chez vous. Moi, c'est ce que j'aime, écrire. Mais après, pour les faire sortir... Là aussi, vous rencontrez l'économie. Bien sûr. Vous écrivez un livre pour le faire sortir. Là aussi, vous rencontrez vous faites une pièce de théâtre, même avec des bouts de ficelle. Votre frère vous met en scène. Après, il faut trouver un théâtre. Bien évidemment. Vous voyez. Mais ça a toujours été le cas. Mais rien ne peut vous voler ce plaisir-là. Et quand vous êtes tous les soirs au Lucernaire devant 120 personnes qui se lèvent à la fin pour vous applaudir, ça c'est un plaisir. Oui. L'économie, on s'en fout là. Attention, parce qu'en disant ça a toujours été le cas, on banalise. Et ça n'a pas toujours été le cas. Par exemple, un film qui sort aujourd'hui, il y en a un qui est distribué dans 2 salles. Et un dans 300 salles. Voilà, ça n'a pas toujours été le cas. Ça, c'est vrai. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y avait quelquefois en radio des gens qui, sur un coup de cœur, passaient une chanson. Ce qui est impossible aujourd'hui. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est plus possible, ça n'existe plus. Donc, attention. En revanche, prendre un texte, l'adapter, prendre un metteur en scène, et quand c'est son frère, et c'est encore mieux, prendre un petit théâtre et aller le remplir tous les soirs, ça c'est encore possible. Donc aujourd'hui, l'artiste est redevenu artisan. Vous savez, le Lucernaire, par exemple, n'est pas un petit théâtre. C'est quand même une grosse machine. Non, un petit théâtre. Il y a un restaurant, il y a un bar, il y a un cinéma, il y a une librairie, il y a 3 salles. Vous savez, et les théâtres privés comme ça ne vivent que par les spectateurs. Donc, avant de choisir un spectacle, attention, oui. Ils sont très attentifs. C'est pas le théâtre public, il reçoit de l'État des subventions. Des subventions. Non, là c'est pas le cas. Pas les théâtres privés. Non, mais là on en revient à l'essence même du métier, du talent et des spectateurs qui le reconnaissent ou pas. Mais je suis reconnaissant envers Benoît Lavigne et Karine Letellier qui ont pris Cavana. Ce risque et qui ont pris Cavana et qui vous ont pris et qui ont bien fait de le faire. On écoute cet artiste majuscule que vous avez choisi, Alain Leprest,
Le temps de finir la bouteille, une chanson choisie par Bruno Pozzoulou dans les chansons de sa vie. Le temps de finir la bouteille, Alain Leprest. Et salut au grand Léonissime. Oui, qui accompagne Alain Leprest sur cette chanson. Alors, mon petit doigt m'a dit, on parlait hors antenne de Léonissime, et mon petit doigt m'a dit que vous étiez en train d'écrire, de finaliser un album qui est tout chaud, qui est prêt à sortir. Il est terminé. D'accord. Il est terminé. Il sortira, je pense, en février 2023. Voilà, j'ai écrit les chansons. Le deuxième, donc, puisqu'il y en a eu un premier en 2010. Voilà. Le deuxième, vous voyez, je suis long à la détente. Hein. Tous les 12 ans, ça va. Quand c'est nécessaire. Il faut écrire une chanson quand c'est nécessaire. Voilà. Qu'est-ce qui vous fait écrire, justement ? Ça peut être un événement. Ça peut être un titre. Tout d'un coup, le titre d'une chanson me vient. Et puis, à partir de ce titre, j'écris la chanson. Une phrase, par exemple, j'avais envie d'écrire une chanson sur le théâtre, voilà, tout d'un coup, c'est sorti, mais je me mets pas à table en disant aujourd'hui je vais écrire une chanson, alors là, ça m'est impossible. Et cette discipline-là, de mettre son réveil le matin, non. Ça non, c'est que quand ça vous vient. Mais ça doit vous venir souvent quand même. Enfin, souvent. Un album tous les 12 ans. Une fois par an. Voilà. Une chanson par an. Bon, non, on continue notre promenade musicale. Et là, on va s'éloigner de la grande chanson française à texte. Puisque vous avez choisi une légende, un monstre sacré, alors la personne du King, j'ai nommé Elvis Presley, et sa chanson « Always on my mind », un titre composé par Johnny Christopher, Mark James et Wayne Cannon, et interprété à l'origine par Brenda Lee. C'est une reprise, c'est pas lui qui l'avait... Oui. Est-ce que vous savez, moi j'aime bien comme ça m'amuser. Alors, au départ, c'est une phase B, cette chanson, c'est la phase B de « Separate Ways », j'espère que vous avez apprécié mon accent anglais. N'est-ce pas ? Mais moi, je vous ai trouvé une petite pépite. Est-ce que vous savez que cette chanson a été adaptée par un grand auteur qui n'est plus, qui était Eddie Marnay, et qui a été adaptée en français pour l'interprète que je vous laisse écouter. Écoutez ça. Pourquoi cette chanson ? Parce que j'ai de la nostalgie en moi. J'ai de la nostalgie maintenant. La nostalgie, il faut pas le dire parce que c'est comme si c'était une maladie. Faut pas être. Mais c'est une radio aussi. Voilà. Non, mais faut aller de l'avant. Faut être un battant. Oh là là, pas le temps. Et il y a des choses qui restent comme ça, gravées en nous, auxquelles on pense toujours. Et puis j'avais envie, Presley aussi, parce que je suis allé voir le film sur sa vie, sur lui, que j'ai pas aimé du tout. Alors je me disais, j'aime mieux les avis sont très 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 contrastés. J'ai pas aimé parce que c'est que des pauses. Alors l'acteur reprend bien les chorégraphies, les choses, mais il a oublié de jouer. Alors c'est quand même un peu dommage. C'est dommage, et puis il y a que le clinquant, par contre l'acteur qui joue le colonel Parker. Le colonel Parker est formidable, je trouve. Bon, il est formidable. Voilà, il est formidable. Mais et Presley, c'est certainement aussi parce que il y a un petit trait d'union avec Johnny. Johnny, quand je le voyais arriver en scène regonflé et tout, peut-être qu'il prenait un petit truc pour se regonfler, peut-être que comme Presley le faisait, et je trouve ça encore plus admirable parce que se bousiller la santé pour être sur scène. Et pour donner. Ouais. Et moi, j'admire et ça me touche beaucoup. Ça me touche. C'est le don de soi que vous admirez au-delà de tout. Parce que ces gens-là, ils ont donné leur vie, quoi, concrètement. Oui. Oui, je crois que c'est ça le don de soi pour. Alors. En même temps, ils se donnent et ils reçoivent. Ça leur permet, comme on disait tout à l'heure, d'être eux ailleurs. C'est comme un shoot, certainement, j'imagine. Et puis, ça provoque ça aussi chez le spectateur. Donc, c'est donnant-donnant aussi. C'est ça, ça va pas dans un seul sens. Non, les vases sont parfaitement communicants. Il vous est arrivé à certains moments de votre vie, privé ou professionnel, on va pas rentrer dans une intimité coupable, et puis c'est pas le genre de la maison, mais il vous est arrivé d'avoir des chansons qui vous ont aidé à vivre, qui vous ont aidé à passer un moment difficile, qui vous ont sauvé quelques jours de votre vie ou quelques heures de votre vie ? Oui.
Oui, non, mais c'est sûr. C'est la musique, c'est à part. Le théâtre, c'est sur la longueur. Le cinéma aussi, c'est pas instantané comme la musique. La musique, c'est comme si vous mettiez votre main sur un feu, et hop, Oui. c'est instantané. Ça vous remplit le cœur tout de suite. Et puis c'est ou c'est pas, tout de suite. Oui, c'est ou c'est pas. À l'introduction, on le sait, à l'intro du morceau, on sait si on va plonger dedans ou pas. Oui, c'est tout de suite. Je me rappelle encore des chansons italiennes de Celentano, où ça me rappelle mon père, les Celentano, vacances. nous allons en parler après. Les vacances en voiture, quand il faisait chaud, il n'y avait pas de la clim. Ou alors les étés où je m'ennuyais, où je me rappelle l'album blanc là avec où il est dessiné dessus Maxime Le Forestier, oui. où j'étais petit, mais je chantais les chansons parce que elles étaient écrites avec un dessin de contrebasse. Voilà, c'est ça. On a eu le même. Voilà, donc c'était des souvenirs gravés à jamais. Et cette chanson Always on My Mind, c'est quoi les souvenirs liés à cette chanson? Pourquoi cette chanson très précisément d'Elvis? Oh, c'est toujours le cœur hein, des premiers amours comme ça qu'on a dans la vie et puis auxquels on pense toujours. Le goût d'un baiser, le parfum d'une peau. Oui, c'est ça, un rendez-vous à l'adolescence où tout est possible, tous les gens qu'on aime sont encore autour de nous et en même temps on est heureux, on pense que tout est éternel. Et puis après, on sait bien que c'est pas comme ça. Elvis, Always on My Mind, le choix de Bruno Puzzolo dans Les chansons de ma vie. Elvis, une star internationale, une légende, un mythe et un destin fort tragique. Quel rapport vous entretenez avec la notoriété? Elle peut être envahissante parfois. Il est arrivé qu'on vous ennuie dans des lieux publics, qu'on ne respecte pas la sphère du privé. Quelquefois, ça m'est... Vous savez, dernièrement, j'ai joué durant deux années sur une série pour TF1, oui. Ici tout commence, qui a beaucoup de succès. Et puis, j'étais parfois étonné par des gens qui attendaient du matin au soir. Devant la porte des studios. Voilà, pour nous apercevoir. Et j'étais étonné par ça. Ça vous inquiète? Oui. ça m'inquiète, ou ça m'a inquiété en voyant Johnny aussi, tout d'un coup, comment cet amour pouvait se transformer en autre chose, ou tout d'un coup d'agressivité, arracher un cheveu pour avoir un cheveu de Johnny. Je me rappelle quand j'étais à la Lorada, des gens à l'époque qui me tendaient les caméscopes en me disant vous le filmez, vous gardez le caméscope, vous nous rendez la cassette. Vous voyez, non, mais là, on est dans la démesure, quoi. C'est inquiétant, et je sais que ça peut vite se retourner. Bien sûr. Un jour où vous n'avez pas le temps de signer, où peut-être vous dites pas bonjour comme vous auriez dû, ou tout d'un coup vous devenez le sale con. Amour-haine. Où vous êtes sur un tournage, il y a de la figuration, c'est leur seul jour de tournage, peut-être vous, dans votre vie privée, vous avez eu une mauvaise nouvelle, vous arrivez, vous n'êtes pas en forme, et tout d'un coup, vous êtes considéré, catalogué une fois pour toutes, parce que c'est la seule fois... Vous n'avez pas dit bonjour à tout le monde ce jour-là. Voilà, bon, donc... Vous vous protégez comment de ça au quotidien? Par un travail sur vous-même, je dois dire du recul? Ça va, parce que les gens sont plutôt bienveillants, et puis vous savez, quand vous sortez du théâtre, souvent vous mettez du temps à sortir, à prendre un petit temps et tout. Atterrir, et puis franchement, là, ça vous permet de vous dégonfler la tête parce que vous sortez et puis il n'y a personne qui vous attend. et même pas un vieux pote de temps en temps, noctambule. Alors vraiment, parce que vous lui avez dit attends-moi. Et que vous l'invitez à bouffer en plus. Voilà.
Bruno, on va continuer cette très agréable balade musicale en votre compagnie. Et on va retourner en Italie pour écouter une star transalpine, en la personne d'Adriano Celentano, que vous avez choisi dans ce programme qui est le vôtre. Et de Celentano, vous avez connu I Want to Know, une chanson... Bon, là, l'accent est moins bon que tout à l'heure. Non, I want to know. Vous voyez, voyons, on se relâche. C'est une chanson extraite de son album Svalutation, qui est paru en 1976. Ouais. Et donc, il y a deux parties. J'étais un peu embêté, moi j'ai pris la partie 1. Cet album commençait par la partie 1 de I Want to Know et se terminait par la partie 2 de cette même chanson. C'est une des premières chansons écologiques, je crois, non ? Ouais. Oui, Celentano, il met souvent les pieds dans le plat. Hein. Oui. Et en 76, c'était pas la mode, l'écologie. Oui, il dit comment des gens peuvent vivre dans ces clapiers. Et dites-moi. Cet urbanisme absolument sauvage. Ah oui. Et Celentano, c'est pas seulement. J'allais dire la variété, mais moi j'adore la chanson de variété. Tout à l'heure, vous m'avez fait écouter Mireille Mathieu. Je trouvais ça hyper émouvant. Moi, j'adore Mike Brandt, Feeling, tout ça. Ça me touche en plein cœur, moi. Vraiment. Mais ça vous touche parce que bon, je n'ai pas eu la chance de connaître Mike Brandt. Il est parti trop tôt, mais pour connaître un petit peu Mireille Mathieu, ça vous touche parce qu'elle y croit et quand elle chante, elle le fait avec toute son âme et tout son cœur. Et c'est pour ça que ça passe. Comme Dalida, comme qui n'est pas touché par Dalida, faut avoir un cœur de pierre, quoi. Non, puis moi, je vous ai fait écouter ça. C'était vraiment pas du tout pour moquer l'interprète, absolument pas, mais pour montrer qu'une grande chanson, quels que soient ses habits, elle restait une grande chanson. Sûr. En français, en anglais, chantée par le King ou chantée par l'une des plus belles voix qu'on a en France, qui est Mireille Mathieu, ça reste une grande chanson. Et c'est ça, je crois aussi, la magie de la chanson. Et Celentano, il a souvent été adapté, pas toujours de façon extrêmement judicieuse. Il y a eu quelques adaptations françaises de ces chansons. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'à un moment, Éric Chardin avait tenté d'adapter une chanson de Celentano. Mais cette chanson, I Want to Know, ça a été, mais presque malgré lui, c'est devenu un hymne, cette chanson. Ouais. Parce que franchement, ça a été un tube en Europe, dans toute l'Europe. Je crois qu'aux États-Unis aussi. C'est un monsieur qui aujourd'hui a 84 printemps. Oui. Ces derniers albums sont assez noirs d'ailleurs, Celentano, et parce qu'il a eu la période aussi un peu rock où il dansait, il était un peu fou. Maintenant, ces albums sont un peu noirs. Ouais. Il est très engagé politiquement, aux côtés des écolos en Italie. On a tenté parfois de vous solliciter. Des partis politiques vous ont appelé, et qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là ? Vous répondez, je pensez réponds que c'est non. votre boulot? Je réponds non en disant que, mais quelquefois en disant pourquoi. En disant pourquoi. C'est quoi le danger pour un artiste quand on commence à vouloir être, moi je dis sollicité, d'autres diront récupéré, par un parti politique ? Vous savez, à un moment, Cavana, dans l'Héritage, il dit « Je hais les gens qui s'amusent à humilier un homme ». Et puis, il raconte une histoire sur un type que son père aidait tous les jours, qui son père donnait de l'argent pour acheter un sandwich tous les jours. Oui. Et puis, à la fin, il dit « Papa, il parlait peut-être pas de politique, mais sous-entendu, papa, il n'en parlait pas, mais il en faisait. » Il en faisait. Voilà. Alors, je trouve que d'agir comme ça, c'est bien. Je me dis pas, je fais pas de politique parce que, je ne m'engage pas en politique. Je suis engagé, mais pas j'ai pas besoin d'une vitrine pour m'engager. Je me dis pas, c'est un danger pour ma carrière, mais j'ai jamais rencontré quelqu'un qui me donne l'envie de m'engager pour elle ou pour lui. De porter son drapeau. Voilà. Je veux savoir, I Want to Know, Adriano Celentano, on l'écoute. Allez. C'est dingue, on entend chanter Adriano Celentano et on est tout de suite en vacances. C'est dingue le pouvoir de cette langue. C'est facile, oui, l'italien, c'est... Bah ouais, c'est la langue de mon papa. C'est dingue parce que moi je le parle pas
pas bien du tout. Vous le comprenez ? Oui, mais malheureusement, j'aurais aimé le parler. C'est ça aussi. Je le regrette que mon papa se soit absolument abstenu de parler l'italien à la maison, qui veuille absolument se fondre comme ça, parce que moi j'aimerais parler italien aujourd'hui, et c'est mais vous savez, quand l'avion touche le sol de la Sardaigne, qu'est-ce qui fait que je me mets à pleurer? Alors, moi, j'aime pas le nationalisme, les communautarismes, mais je suis bien forcé de dire que ça s'appelle de l'émotion. Voilà, c'est organique. Et ça ne se contrôle pas. C'est organique, et voilà, oui, ça se contrôle pas. Tout d'un coup, j'ai les larmes qui viennent. C'est un peu con. Quand j'entends l'hymne italien avant un match de foot, ça me bouleverse. Et la finale France-Italie, vous avez pas été dans la merde, vous, alors. Vous savez, on est toujours pour la partie de nous qui nous manque. J'imagine que si j'avais été en Italie avec une mère française... Vous auriez soutenu la France. C'est pareil. On peut mettre deux moitiés de maillot aussi. Hein. On peut s'arranger. On gagne toujours. On peut s'arranger. Ils sont bleus tous les deux. Bruno, nous sommes sur Radio J, une radio culturelle et cultuelle. Et il y a le passage obligé par la question Jacques Chancel dans Le Grand Échiquier. Et Dieu dans tout ça. Quel est votre rapport avec la spiritualité ? C'est dans mon bouquin avec Philippe Noiret, c'est une question que je lui pose exactement. Et Dieu dans tout ça. Il vous répond quoi, Philippe ? Oh, mon grand, j'aimerais bien, mais... quoi qu'il me revient, certains vers de Hugo, vous avez fait les hommes pour qu'ils pleurent sur terre. Enfin, mais moi, il y a des jours oui, il y a des jours je doute, il y a des jours non. C'est alternatif. C'est voilà. Comme le courant. Mais au fond de moi, je veux croire qu'un jour on retrouve ceux qu'on a toujours aimés et qu'on aime toujours. Profondément, je veux le croire. Je veux le croire. Vous aimez l'idée, en tout cas. J'aime l'idée. Alors, quelqu'un dans votre programme, pour reprendre le titre de l'une de ses chansons les plus connues, qui n'avait ni Dieu ni maître, c'est Léo Ferré. Et de Léo Ferré, vous allez choisir, je pense, ça fait 3 ans que j'ai le bonheur de faire cette émission, non, 2 ans, je me vieillissais d'une année. Je pense qu'il y a un invité sur 2 qui a choisi cette chanson, ah oui. Avec le temps de Léo Ferré, une chanson qui est rentrée au panthéon de la chanson française. J'imagine que cette chanson, on l'écoute différemment à 55 ballets qu'à 20 ans. Oui. À 20 ans, quand les anciens vous disent « ça passe vite », on dit « ouais, ils disent toujours la même chose ». Puis après, on s'identifie. On est de plein fouet avec les paroles de Ferré. De Ferré. Et que j'ai eu aussi sur un disque, son hommage. Le bonheur de chanter ? Oui, La vie d'artiste. Ouais. C'est pas la moindre chanson. C'est pas la moindre chanson, mais non, ça... Je bois ces paroles. Malheureusement, j'aimerais bien dire non. Avec le temps, rien ne s'en va, mais si, avec le temps, tout fout le camp. J'ai horreur du temps qui passe. Avec le temps, on n'aime plus ça. Vous l'acceptez ? Est-ce qu'on n'aime pas plus fort avec le temps ? Le cœur bat différemment, en tout cas, c'est plus... Ça, c'est clair. C'est plus l'amour d'adolescent, celui qui nous portait du matin au soir avec le rendez-vous dans la soirée, et on ne pensait qu'à ça. On pouvait ne pas manger, c'était... quand le cœur s'anime comme ça, mais c'est ça la vie. C'est ça la vie. Après, on aime, mais on aime... différemment. Ce qui est dingue dans cette chanson, c'est qu'à l'écouter nous chanter toute la litanie de tout ce qui disparaît, finalement, à la fin de la chanson, on a retrouvé tous ces sentiments-là. C'est ça qui est magnifique dans cette chanson. C'est que c'est pas du tout une chanson qui nous retire quelque chose. Non. Elle nous recharge. Bien sûr, elle nous recharge. Vous avez totalement raison. Souvent, les chansons tristes nous rechargent un peu. Le moins par le moins, ça fait plus. Oui, nous rechargent un peu les batteries. Et moi, quand j'entends ça,
je me dis, mais il y a encore des sacrés bons moments à venir quand même. Hein. Et il y a encore des belles chansons à écrire et des belles chansons à écouter. Bien sûr. Et lui, quand il a chanté, d'ailleurs, ça lui procurait du plaisir. Pas toujours. Alors, je fais une petite parenthèse, je sais pas si on la gardera ou pas. En 1984, j'ai eu le bonheur de le voir. J'étais tout jeune, au Théâtre des Champs-Élysées, et il n'avait pas envie de chanter cette chanson. Ah oui. Et il l'a massacré. Ah oui. Mais alors, à la fin, en disant, bon, vous êtes venu pour ça, je vais vous la faire. Et là, il a cogné sur c'était plus joué, c'était cogné, et il a massacré la chanson. Mais est-ce que ça lui procurait pas du plaisir de la massacrer? Certainement, ce jour-là, oui. Donc, c'est pour nous dans la salle, sinon, non. il l'aurait pas chanté. On va retrouver ce plaisir originel avec la chanson de Léo Ferré chantée et comme à son origine, votre choix, Bruno, avec le temps, Léo Ferré. Avec le temps, le choix de Bruno Puzzoulou dans ses chansons de ma vie. Le temps, il a passé vraiment vite avec vous, Bruno. On arrive au terme de cette balade enchantée. Je rappelle votre actualité. Allez voir au Lucernaire Bruno Puzzoulou sur scène, l'Hérital, un vrai pur moment de bonheur, un vrai pur moment d'émotion. Une dernière question que j'ai envie de vous poser juste avant de partir. Quel est le plus beau cadeau que vous ait fait ce métier à ce jour? Les rencontres. Les rencontres inoubliables. Oui, c'est ça. C'est ça. Et puis les frissons devant le public. En fait, quelquefois, au salut, quand on a l'impression d'avoir fait un acte, quelque chose, il y a quelquefois au salut où je me dis, je peux bien mourir un jour parce que là, je suis tellement heureux. Et 2 heures après, je me dis plus ça, parce que j'ai une peur terrible de la mort, mais c'est la seule fois... Vous n'avez qu'une envie, c'est d'y retourner 2 heures après. C'est la seule fois où je me dis, c'est chouette la vie parce que ça existe. Alors que jamais, je vous dirais, dans le quotidien, je peux bien mourir un jour. Je veux jamais mourir. Je veux jamais que les gens que j'aime meurent. Je veux jamais ça. Bruno, c'était un vrai plaisir de vous rencontrer. Merci. On aura le plaisir de vous revoir très vite, puisque je le rappelle, février prochain, Bruno Puzzoulou, chanteur. Mais ça, c'est une autre histoire que nous raconterons ensemble. Avec à bientôt, grand plaisir. Bruno. Merci de m'avoir invité. Merci pour votre belle émission. Merci.